Franco Mastantuono est-il un crack? Il est temps de se poser la question. Ouais, ça fait 2 saisons qu'on entend un peu parler de lui, que son nom commence à revenir de plus en plus, et il a que 17 ans, donc ça fait déjà depuis, peut-être la saison dernière, depuis ses 16 ans, qu'on entend son nom ici et là. Moi, personnellement, pareil, dans le domaine de la data, du scouting, etc., il y a des bruits de couloir autour de lui, attention à ce gamin, etc. et tout. Et puis là, ça commence à être sérieux. On voit des rumeurs au Paris Saint-Germain, j'ai vu des rumeurs au Real Madrid également. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça vaut le coup de se pencher sur son cas, parce que, vous allez le voir, c'est un joueur très intéressant, et effectivement, vu le niveau qu'il a et vu ce qu'il peut montrer à 17 ans seulement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des clubs qui se penchent dessus très prochainement. Alors Mastantuono, c'est un Argentin de 17 ans, comme je l'ai dit, 1m77, une taille plutôt médiane, un gaucher qui évolue majoritairement dans le demi-espace droit, et on va le voir sur la majorité des clips que je vais vous passer. Vous allez le voir, il est très souvent dans cette zone avec ballon. Cette saison, il a joué un peu moins de 1000 minutes pour 4 buts et 2 passes décisives. On va détailler tout ça, on va voir son rapport de statistiques avancées, etc. comme pour Rodrigo Mora. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait déjà joué la saison dernière. En fait, en Argentine, ça se joue par année civile. Donc là, c'est l'année civile 2025. Et sur l'année civile 2024, c'est là qu'il avait fait ses premiers pas avec l'équipe première de River Plate. Et il avait joué 1500 minutes environ. Au niveau de son rapport de statistiques avancées, que je vous ai réalisé à partir des données Wyscout, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on observe? On observe, alors, si vous voulez savoir précisément ce que chaque catégorie signifie, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Rodrigo Mora. J'explique chaque catégorie en détail, mais de toute façon, on va faire la même procédure. Donc, pour chaque statistique, on va faire la vérification avec les extraits de matchs, parce que j'ai analysé tous ces matchs, j'ai passé la semaine sur le sujet, j'ai une 50aine de notes, etc. Pour pouvoir faire le parallèle entre les stats et la réalité du terrain. Les stats à elles seules, ça a beau être mon métier, ça pourrait être mon activité, les stats à elles seules, ça vaut rien. Donc c'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir mettre ça en perspective avec la réalité du terrain. Au niveau du dernier tir, statistiquement, qu'est-ce qu'on observe? Qui, là en général, a assez peu d'occasions de marquer, que c'est pas un joueur qui va se créer énormément d'occasions, un joueur très présent dans le dernier tir. On voit également que la finition, côté finition des occasions, donc pourcentage de tirs cadrés, but par tir, le différentiel entre la qualité des occasions qu'il a et les buts qu'il marque, etc. La capacité de conversion, finalement, elle est pas terrible. Et on voit que sur son nombre de buts hors penalty par 90 minutes, du coup, il est correct. Voilà, on l'a dit, 4 buts, tous hors penalty, mais pour autant pas tous dans le cours du jeu. Et ça, on va le voir, puisqu'on va tout de suite passer en grand écran pour faire la première mise en perspective statistique réalité du terrain. On y va. Et on commence fort avec un coup franc direct qu'il a marqué contre Boca Juniors sur son dernier match, il me semble. Donc le coup franc est absolument magnifique. Allez le voir si vous avez l'occasion. Il doit être à 35-40 mètres. Pleine lucarne droite, exceptionnelle. Il avait marqué un autre but hors surface, en l'occurrence, aux abords de la surface adverse. Voilà, il le marque là, premier poteau. On a celui-ci qui a un coup franc direct également, qu'il a placé, pareil, idéalement, pleine lucarne, magnifique aussi. Et ce que je voulais dire, donc là, on va passer au sujet principal, c'est qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un joueur qui tire beaucoup hors surface. En fait, la majorité de ses tirs sont hors surface. C'est pour ça que dans les stats, il ressort pas très haut dans le volume d'occasion. En fait, occasion de but dans les stats, là le rapport que je vous ai fait, c'est un mélange du volume de tirs d'occasion qui se crée et de la qualité des occasions qui se créent. Et en l'occurrence, comme il tire souvent hors de la surface, c'est pas des occasions de haute qualité. La grande majorité de son registre de tir, c'est des frappes hors surface. C'est un joueur qui a une bonne frappe de balle assez puissante,
du coup, qui arrive à bien les placer sur coup de pied arrêté. C'est un bon tireur de coup de pied arrêté, on va le voir tout au long de la vidéo. Et je pense aussi qu'au-delà de sa nationalité et de sa patte gauche, c'est une des raisons qui fait qu'il est comparé à Angel Di Maria. C'est vrai que j'ai pu voir cette comparaison de temps en temps et du coup, je la comprends un peu pour le côté meneur excentré, bonne patte gauche, fort pour tirer les coups de pied arrêtés, les frappes de loin, etc., qui enroule bien les ballons, vous allez le voir. Donc ouais, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, donc beaucoup de frappes hors de la surface. Souvent, ça passe pas très loin, ça passe pas très loin du cadre, hop, ça longe, là pareil, elle est pas passée extrêmement loin, il tente sa chance hors de la surface. Parfois, ça part un peu dans les tribunes, hein, ça arrive aussi, c'est pas, voilà, il a 17 ans, quand on tire beaucoup hors de la surface, il y a pas mal de déchets aussi. Donc voilà, on le disait pour Rodrigo Mora qui avait pas une sélection de frappe exceptionnelle. En l'occurrence, je trouve que Mastantuono, il a une meilleure sélection de frappe dans le sens où quand il tire hors de la surface, bon là il y a un joueur qui essaie de couper, mais c'est souvent dans des situations où il va avoir, où c'est pas déraisonnable de le faire. C'est-à-dire que là, il a une poche d'espace autour de lui qui fait que c'est pas irrationnel de tenter sa chance à ce moment-là. Alors ça veut pas dire qu'il a pas d'autres solutions. Là, il pourrait tenter la passe dans l'axe, bon, c'est dur, mais tenter une sorte de lob dans cet espace vide, parce qu'il a un de ses coéquipiers qui attaque l'espace. Si tu as une excellente vision de jeu, tu peux la tenter. Bon, là, il y a moins de choses à tenter. Peut-être tu ralentis le tempo, tu la remets là, tu la joues là. Mais voilà, c'est pas idiot quand il tente une frappe de la surface. Et je trouve pas qu'en général, il tire dans des positions loufoques, comme on pouvait le voir avec Rodrigo Mora. Il y a que, à la limite, celle-ci, où je me suis dit, bon là, c'est quand même assez osé. Là, il la tente, et alors il essaie, je crois, de l'enrouler et de la mettre ici. En soi, il voit qu'il y a un écart là, mais faut avoir confiance en soi, quoi. Ses aptitudes au global dans la surface sont peut-être pas encore terribles, pas exceptionnelles. Par exemple, bon, là, il tente sa chance, voilà, ça va aller dans les tribunes. Bon, pourquoi pas, mais c'est pareil. Alors, le gardien est pas mal sorti. Si tu tentes un lob, tu peux l'essayer, mais en l'occurrence, je suis pas sûr qu'il la lobe. Je crois qu'il tente assez fort et que ça passe vraiment au-dessus. Là, bon, il tente la frappe, c'est logique. C'est pas bête de tenter la frappe. Pour le coup, il a une très bonne position, mais bah, il va toucher le poteau. Bon, il y avait un coéquipier démarqué. C'est pas scandaleux, mais c'est un joueur qui peut encore progresser quand il est dans la surface, tout simplement parce qu'il y est pas non plus très souvent. En fait, comme je le disais, c'est pas. J'ai regardé du coup tous ses tirs, je me suis passé toutes ses occasions, ses buts, etc. Et c'est pas un joueur qui a souvent des grosses occasions selon moi. Je me suis pas dit, voilà, il a souvent des énormes situations de marquer. Donc ouais, au global, je dirais que pour l'instant, Mastantuono, c'est forte présence dans les tirs hors surface, bonne puissance de frappe hors surface, intéressant dans ce registre-là, va souvent quand même tenter sa chance. Quand il est dans ces zones, voilà, ici, un peu ici, etc., il va souvent tenter sa chance. Et quand il est dans la surface, bon, il y a encore du progrès à faire. Voilà, peut y avoir des occasions à manquer. Bon là, c'est moins simple que ça en a l'air parce que on peut se dire il est tout proche du but, oui, mais il est aussi tout proche du gardien, etc. Mais voilà, en tout cas sur le visionnage au global, c'est un petit peu ce qui m'a, voilà, c'est ce qui m'a le plus, c'est ce qui est le plus revenu dans les extraits que j'ai visionnés, c'est que c'est pas un tueur, voilà, c'est pas encore un joueur qui se définit par sa présence et son impact dans le dernier tir. Par contre, c'est un joueur définissable par sa qualité dans les frappes de loin et sur les coups francs directs. Maintenant qu'on a dit ça, allons sur un autre aspect de son jeu, les passes, et plus précisément les dernières passes et l'apport par la passe au global. Les dernières passes, c'est la capacité à délivrer des passes qui donnent des occasions directes, nettes de but. Donc comment est-ce qu'il les fait ? Et l'apport par la passe au global, qui n'est pas tout à fait pareil, j'en ai parlé dans la vidéo de Rodrigo Mora, c'est la capacité à casser les dernières lignes défensives, à être créatif, voilà, à faire des différences nettes. Dans les deux registres, il apparaît comme fort, donc c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Au niveau des dernières passes, c'est essentiellement des centres. Voilà. La plupart, je me suis passé du coup à toutes les grosses occasions qu'il a créées par la passe.
je dirais que 90% c'est sur des centres. C'est sur des centres ou sur des coups de pied arrêtés, notamment des corners. Donc c'est un joueur qui a plutôt une bonne technique de centre, qui est plutôt un bon centreur. Donc là on en voit un, très bien déposé, voilà, sur son coéquipier. Ici, alors il glisse un peu en le faisant, mais pareil, plutôt bien mis dans la bonne zone, devant son coéquipier, qui lui du coup n'a plus qu'à avancer et puis à mettre la tête. De temps en temps, il va tenter des centres un peu originaux, on va dire, à mi-hauteur, comme ça. J'en ai vu un ou deux autres de l'autre côté, dans cette zone-là, à mi-hauteur, alors souvent entre le latéral et le central, comme ça, entre deux joueurs. C'est pas les occasions, enfin c'est pas les passes qui créent les occasions les plus faciles à mettre. Là, en l'occurrence, je crois pas qu'il y a eu but. Non, il n'y avait pas eu but. Bon, marquer quand tu te retrouves dans cette situation-là, c'est pas évident, mais ça reste un point fort de pouvoir trouver ce petit centre-là, cette petite passe dans cette zone-là, là, entre deux joueurs, dans ce petit espace. Ça peut servir dans différents schémas de jeu, hein. C'est important pour un ailier, pour des joueurs comme ça offensifs, d'être, on va dire, le plus imprévisible possible et d'avoir le plus d'armes à son arc. Et ça, c'est une de ses armes. Mais voilà, essentiellement sur des centres et sur voilà, des coups de pied arrêtés qui sont en général assez bien tirés. Il y a quand même beaucoup de danger qui est créé de cette manière. Voilà, ça trouve voilà, la tête de ses coéquipiers assez régulièrement. Là, super bien enroulé. Hop, il va trouver bien son coéquipier. Là, je crois que ça n'avait même pas fait but. Je crois qu'il avait manqué le but. Et au niveau maintenant de la capacité à faire des différences par la passe, il est fort aussi. Effectivement, il est fort. Mais en fait, les deux ne sont pas nécessairement corrélés. C'est-à-dire que quand il donne des caviar à ses coéquipiers, donc des passes qui vont permettre aux coéquipiers de marquer nettement, d'être dans une situation où c'est plutôt aisé de marquer, ça va être sur des centres. Sa capacité à faire des différences par la passe, elles vont notamment servir à arriver dans la surface, à créer des décalages, etc. Mais ça va pas immédiatement permettre à son coéquipier d'être dans une situation où il va pouvoir tout de suite marquer. Bon, vous allez comprendre. Ces passes créatives sont pour la plupart en fait des passes à ras de terre entre le latéral et le central. Comme il se trouve régulièrement sur l'aile ou le demi-espace droit, il va être dans des zones de ce type et du coup il va souvent masquer des passes, faire des petites passes masquées comme ça qui sont très intéressantes pour un coéquipier qui se projette du coup dans l'espace libre, dans la zone, un peu comme on voit sur plein d'équipes aujourd'hui. Le City de Guardiola pendant une époque c'était souvent ça, t'attaques l'espace comme ça derrière le latéral et le central et on te serre et après tu peux faire un centre en retrait. Donc hop, là il va trouver un coéquipier, mais vous voyez, comme je vous le dis, une fois que tu récupères le ballon, tu vas devoir faire une différence. C'est pas une passe qui te met immédiatement en situation nette de but, mais ça crée un avantage, ça crée un décalage situationnel. Donc ça c'est bien. Là on le voit ici aussi, donc voilà, pareil, son corps est orienté à peu près par là. Et en fait, il va passer à un joueur qui se trouve ici. Donc, c'est très intéressant. Hein. C'est des passes quand même très intéressantes. Alors là, pour le coup, ça donne une situation assez intéressante, situation assez dangereuse. Ici, pareil, pour lancer un coéquipier qui attaque la profondeur, encore une fois, entre le latéral et le central, hop, on va trouver la passe directe dans la profondeur. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça va être au coéquipier d'adresser un bon centre. Ici, je pense que l'idée, ça va plus être de viser cette zone, le second poteau. Là, c'était une passe, alors que j'avais trouvé aussi intéressante, un peu lobée comme ça, pas vraiment un centre, mais une sorte de lob par-dessus tous les défenseurs pour ce joueur-là, qui va du coup arriver dans la zone, mais il va devoir un peu contourner le défenseur adverse, ça va être compliqué, et du coup, il va pas pouvoir la reprendre face au jeu, mais il est plutôt intelligent parce que du coup, il est dos au jeu et il fait une tête pour pouvoir la remettre tout de suite sur son coéquipier qui, lui, est face au jeu et attaque la zone. On avait celle-ci qui était très intéressante aussi. Donc, vous voyez, à chaque fois, il a le corps qui est orienté face à des coéquipiers comme ça. Il masque son intention et en fait, il va adresser une passe pour quelqu'un qui est dans une zone directe, qui est vraiment qui attaque la profondeur. Voilà, encore une fois, on récupère le ballon là. Et pareil, là, si tu attaques vers l'extérieur comme ça, quand tu vas récupérer le ballon, tu vas pas être face au but, ça va pas être facile, tu vas devoir te rediriger par là, etc. Et il y a celle-ci aussi qui est magnifique, que j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Pareil, masquée comme ça, hop, un peu à la haute garde,
tac, il la passe ici, et puis voilà. Donc voilà, encore une fois, tu te retrouves là, pas super facile d'enchaîner et de marquer, mais c'est très important d'avoir un joueur dans son collectif qui est capable de faire des différences comme ça par la passe. Sur le jeu long, le jeu lobé, le jeu plus long, intéressant aussi, d'où l'intérêt d'avoir une bonne technique de frappe, une bonne je dirais technique de pied, la capacité de se servir de son pied de différentes manières, de brosser, d'enrouler, etc. Ça lui permet d'adresser, bah oui, alors il y a des passes, petites passes lobées, ça il va, voilà, vous voyez déjà un pattern, hop, revenir un peu dans l'axe du terrain et hop, lober le ballon pour un coéquipier sur l'aile gauche qui va attaquer la profondeur. C'est quelque chose qu'il fait ici aussi, c'est juste que le terrain est inversé, mais en fait c'est la même chose, c'est l'aile gauche et hop, il lui adresse. Ici, aile droite, mais plutôt intéressant. En fait, c'est une situation de jeu où je crois River Plate récupère le ballon, paf, tout de suite il donne une passe directe pour son coéquipier sur l'aile droite. Et ici, le schéma un peu similaire à ce qu'on a dit tout à l'heure, il re-rentre dans l'axe, il y a un coéquipier qui attaque l'espace et hop, on va envoyer un ballon par-dessus la défense. Et ici, même chose, soit on envoie un ballon un petit peu par-dessus la défense en profondeur, soit on écarte le jeu. Mais en tout cas, vraie qualité dans le domaine, effectivement. Si je dois donner mon avis, je dirais que je trouve qu'effectivement, il est fort. Pour le moment, je dirais pas élite dans la capacité à faire des différences par la passe. Pour moi, élite, c'est un joueur qui va le faire 1 à 2 fois par match, c'est du Pedri, c'est des joueurs comme ça. Mais il est fort dans le domaine. Et ouais, clairement, tu peux compter sur lui pour pouvoir t'apporter dans cet aspect du jeu. Maintenant qu'on a dit ça, on va passer à un autre aspect très intéressant de son jeu et l'unique aspect où il ressort élite pour le moment dans les statistiques avancées, c'est son apport balle au pied, en l'occurrence sa capacité à faire des différences avec ballon, éliminer des adversaires au global. Et bah, effectivement, il est très intéressant. On va regarder quelques clips. Alors la première séquence, c'est un but qu'il a marqué, c'est un des 4 buts qu'il a marqué. Je vous ai passé les 3 premiers dans la première séquence sur le dernier tir, donc il y avait 2 coups de pied arrêtés, 2 coups francs directs, et un tir à peu près dans cette zone-là, si vous vous souvenez bien, au premier poteau. Et en fait, le 4e qu'il a marqué, bah, c'est en éliminant, c'est en passant au milieu de 2 joueurs adverses comme ça. Et puis même celui-ci, il se crée un petit temps d'avance sur lui, et hop, il la met très intelligemment au premier poteau. Deuxième poteau, ça aurait été un peu plus compliqué, parce que là, il y a un adversaire qui jette un peu sur la trajectoire, il aurait fallu bien la mettre. Non, premier poteau, donc un but très sympa déjà, où il va faire une différence balle au pied, et c'est pas la seule de la saison, non, loin de là. On a cette séquence-là qui est tout simplement magnifique, qui est tout bonnement superbe pour les amoureux du football. En fait, il y a un de ses coéquipiers qui lui fait une passe un peu lobée comme ça, je crois un peu trop longue, donc il va devoir aller la chercher long de ligne. Il est dos au jeu. Bon, dans cette situation-là, la plupart des ailiers contrôlent, hop, revient par là, puis fait la passe, voilà, dans l'axe, comme ça. Non. Hop, contrôle orienté. En fait, quand le ballon revient par terre, hop, contrôle orienté derrière la jambe, petit pont. Ah, alors là, merci monsieur, parce que franchement, là, quand j'ai vu la séquence, ouais, j'ai crié, j'ai hurlé. Quand j'ai vu la séquence, un vrai kiff. Donc là, il dépose totalement l'adversaire. Et en plus, après, il va enchaîner avec une bonne frappe bien sèche, qui va trouver la barre transversale malheureusement, mais ça rappellera à certains Lamine Yamal qui parfois quand il arrive à déposer des adversaires comme ça, il tente la frappe à peu près dans cette zone là qui est pas une frappe évidente, faut la mettre bien. Si tu la mets super bien, c'est imparable pour le gardien, mais elle est très dure, et Lamine Yamal trouve souvent la transversale aussi, je crois, sur ce type de frappe. On a une séquence ici également où il arrive un peu lancé, hop, il récupère le ballon, il y a les adversaires qui arrivent sur lui. Hop, en fait, il temporise un peu et tout de suite, tac, petit décalage. C'est un joueur qui dribble beaucoup vers l'intérieur. Il revient très souvent vers l'intérieur. C'est des dribbles intérieurs. Hop, il revient comme ça, feinte intérieure, sortie, crochet intérieur, tac. Et là, pareil, une frappe assez sèche. Je me souviens même pas s'il touche pas aussi la transversale ici. Mais c'est un joueur qui déclenche bien et qui a une frappe assez sèche. Et en fait, je le disais tout à l'heure par rapport à comment il agissait dans la surface. Mais finalement, tout compte fait, en revoyant les images, c'est vrai que je m'étais dit que parfois quand même en sortie de dribble, quand il déclenche en sortie de dribble comme ça, il peut envoyer des frappes assez puissantes. Là, il va le faire aussi, et son coéquipier lui adresse une passe, hop, et tout de suite, hop, petite feinte comme ça, il sort, pareil, alors là, il sort sur l'extérieur, mais là, bah, pas de pitié, pas de pitié, tu te retrouves à 4 pattes. Et pareil, il déclenche fort, frappe forte, je crois que ça va arriver sur le gardien, mais très intéressant.
très intéressant de regarder qu'est-ce qu'un joueur fait en sortie de dribble. C'est pas toujours très qualitatif. Là, intérieur, tac, feinte de frappe. Alors la feinte de frappe est prévisible, on va dire, pour ceux qui sont un peu difficiles là-dessus, parce que les meilleures feintes de frappe, c'est quand tu as les bras très écartés en général, le corps donne encore plus d'infos, comme quoi tu vas faire une frappe, t'étais encore plus sur l'arrière, etc. Mais bon, ça c'est sujet à débat. En fait, l'intérêt c'est que ça passe. Et là, ça passe très bien parce que y a l'adversaire qui montre ses fesses à l'arbitre de touche. Hop, feinte. Là, il revient vers l'intérieur et là, pareil, il déclenche assez fort et je crois que ça va arriver sur l'adversaire. Donc ouais, en sortie de dribble, c'est un pistolero. Hein. En sortie de dribble, il peut envoyer des frappes assez sèches, assez puissantes. Là, on a une séquence où pareil, ça joue à deux, le corner, et en fait, quand il reçoit la passe, tout de suite, il l'envoie dans l'espace, tac, il l'envoie dans l'espace, il contourne l'adversaire, et ah oui, d'ailleurs, ça c'est un point très intéressant à noter, c'est un joueur qui tient très bien à l'épaule. Ah ça, c'est un vrai Argentin, c'est pas un Argentin pour rien, et on va le voir après, il y a d'autres choses qui le caractérisent, ce petit côté un peu sud-américain. Non, c'est un Argentin, et il tient bien sur ses appuis. C'est quelque chose qui est notable, c'est quelque chose qui est important quand t'es un joueur qui élimine, qui dribble, parce que c'est bien de pouvoir provoquer des fautes, mais c'est mieux de pouvoir passer. C'est toujours mieux de pouvoir passer quand t'as créé un décalage et de faire la différence, à part à la limite si tu peux provoquer un penalty. Mais voilà, donc après je crois qu'il va se diriger vers cette zone et rater un centre de mémoire, mais en tout cas pareil, vraie belle élimination. Sur cette séquence-ci contre le même adversaire, hein, décidément il n'aura pas laissé la tâche facile. Il arrive, est-ce qu'il va revenir un petit peu sur l'extérieur du terrain? Non, ni vraiment, enfin, ni trop l'extérieur, ni trop l'intérieur. En fait, c'est horizontal presque. En fait, il temporise un peu et ça, on le voit souvent, les petits ponts comme ça. Tu temporises un peu comme ça et hop, dans ta course, sur la ligne, sur la trajectoire, tu passes le petit pont. Donc là, hop, il arrive, il passe le petit pont. Et une fois qu'il est passé, il tente un centre, pareil, alors là qu'il va vraiment rater, le centre il arrive ici il me semble, mais voilà, très intéressant, franchement très intéressant. Là c'est une séquence aussi où il est plus dans l'axe, demi-espace droit, un peu axial, il va arriver à se faufiler un peu, voilà, dans les espaces, et pour au final arriver dans une situation assez intéressante. La seule chose que j'ai notée, c'est que c'est un joueur que je trouve vraiment très bon dribbleur. Effectivement, on pourrait le mettre élite. Alors après, toujours à relativiser par rapport au championnat dans lequel il évolue. Il est pas en train de faire ça en Ligue des Champions. Mais élite, ça, ouais, il n'y a pas de débat, en tout cas à son niveau. Par contre, quand il est sur l'aile, ou le demi-espace droit. Quand il se réaxe, je trouve qu'il a tendance à plus perdre facilement la balle. En fait, il se réaxe, il tente un crochet intérieur. En fait, c'est anticipé par l'adversaire. Ou alors, il va un petit peu s'embourber sur des adversaires, vouloir enchaîner plusieurs éliminations et se faire récupérer le ballon, voilà, un peu accuser le coup, parce qu'au final il va perdre du temps, il y aura plusieurs adversaires sur lui. Donc ouais, moi là où je le trouve vraiment très très fort, et c'est sûr, oui, c'est un très bon dribbleur, vraiment très intéressant dans le registre, ballon assez proche des pieds, capacité à casser le rythme en revenant à l'intérieur, à faire des bonnes feintes, etc. Ça, il n'y a pas de débat, mais plutôt quand il va arriver lancé dans le demi-espace comme ça, en fait, quand il arrive de cette zone pour revenir vers l'intérieur, quand il est déjà dans l'axe, je suis un peu moins convaincu, je l'ai moins vu faire des différences. Maintenant qu'on a dit ça, et avant de passer à la dernière partie, la partie défensive, sur limiter le déchet, donc je dirais qu'au global, sur tout ce que j'ai pu voir, je trouve que les stats sont un peu dures. En tout cas, elles sont factuelles puisque c'est basé sur le pourcentage de ballons perdus, mais c'est pas si criant. C'est-à-dire que si moi j'avais juste fait une analyse vidéo et que j'avais dû moi-même mettre les barres statistiques, j'aurais sûrement plus ou moins fait le même graphique, mais dans limiter le déchet, j'aurais mis correct. Pourquoi? Parce que il n'apparaît pas comme si dommageable. Il y a des joueurs qui peuvent avoir 30% de ballons perdus, ce qui est un taux assez élevé. Des joueurs qui peuvent avoir 22%, mais les 22% sont bêta. C'est des ballons perdus en voulant forcer, en ratant des passes simples, des choses comme ça. Frustrant en fait, c'est le mot, c'est frustrant. Mastro Antonio, je le trouve pas forcément frustrant. Oui, il va rater des passes
compliqué, il va rater des centres. Il a un taux de réussite sur les centres parce qu'il entend pas mal, qui est pas non plus exceptionnel, mais ça reste un bon centreur au global dans sa technique de centre et dans son pied, je trouve. Quand il va perdre les ballons sur des dribbles manqués, bah c'est souvent dans le camp adverse, c'est pas dans des zones très dangereuses. Donc au final, bah, de toute façon, quand des attaquants arrivent dans le camp adverse, bah après libre à eux d'utiliser leur créativité, c'est plus acceptable. C'est pas voilà, c'est pas du déchet pour moi frustrant, c'est pas du déchet inquiétant selon moi. Il peut en avoir moins. Hein, c'est un joueur qui, je crois, va perdre de 8 à 10 fois le ballon dans les pieds par match. Hein, c'est pas rien non plus. Mais en tout cas, moi sur la visualisation, ça saute aux yeux en général. Si je regarde un joueur, je vais au fur et à mesure des matchs me dire ouais non il est relou, non il se force, etc. Mastrantonio, je me suis pas forcément dit ça. Peut-être aussi parce que un peu comme Vinicius qui a un déchet, lui a un déchet énorme. Bah Vinicius, il va manquer 3-4 dribbles, il va perdre des ballons et tout, mais en fait quand il va passer, ça va être impressionnant, ça va faire des vraies différences. Et là, c'est vrai qu'il passe des très beaux dribbles, etc. Donc c'est peut-être cette impression-là qu'a joué. Mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti personnel, c'est l'intérêt de la vidéo aussi. Et limiter le déchet, moi, je trouve que ça va. J'ai pas vu de choses forcément inquiétantes. Sur le dernier aspect maintenant, l'aspect défensif, on voit qu'il ressort plutôt bien dans la capacité à récupérer des ballons. Alors c'est ajusté à la possession de son équipe. Si c'était pas le cas, il serait plus bas. Mais comme River Plate, je crois que River Plate c'est 62,7% de possession, si c'est même pas plus. Dans leur championnat, c'est l'équipe qui a le plus de possession. Bah forcément, plus tu as le ballon, moins tu as d'occasion de le récupérer. Donc en data, on fait un calcul qui permet d'ajuster à la possession de l'équipe. Défensivement, il y a des choses intéressantes à dire et qui vont un peu faire le lien avec Rodrigo Mora, avec ce qu'on avait pu dire. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un joueur qui va activement contre-pressé. Je trouve que c'est un joueur qui ne lésine pas sur le contre-pressing. Vous allez le voir, là, ce sont les séquences qui suivent. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il perdait des fois des ballons dans l'axe, bah, la plupart des séquences que je vais vous montrer là, c'est les séquences qui suivent la perte de balle en question. Moi, c'est quelque chose que je regarde toujours dans mes rapports de scouting, c'est la réaction à la perte. Bah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc comme on l'avait dit avec Rodrigo Mora, tu peux avoir plusieurs choses quand un joueur perd le ballon, quand il tente de dribbler. Bah, soit un contre-pressing, soit rien, soit un replacement tactique, on va dire, il va se replacer doucement, il va pas forcément contre-presser, là il va aller sur le joueur qui est libre, soit il va demander une faute. En l'occurrence, Mastrantonio, c'est pas un joueur que j'ai vu beaucoup demander des fautes, il va le faire de temps en temps quand le jeu le veut, mais Rodrigo Mora, je trouvais que ça arrivait beaucoup plus par exemple, et il va souvent, mais c'est ce que je vous disais, un Argentin, la hargne, la bagarre, il va souvent tout de suite aller sur le porteur du ballon, tout de suite à la perte, voilà, essayer d'aller contre-presser. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un joueur qui est très agressif, encore une fois, le sang chaud, le sud-américain. Joueur extrêmement agressif sur le porteur quand il va contre-presser, il attrape le joueur, voilà, il va pas le laisser respirer. Ça peut coûter à l'équipe, enfin peut coûter. C'est un joueur qui fait beaucoup de fautes, du coup il fait partie dans des milieux offensifs ailiers qui font le plus de fautes dans les championnats sud-américains. Mais en tout cas, tu peux pas lui reprocher de pas mettre de l'engagement à la perte. Ça, c'est sûr. Là, on le voit sur une séquence. Il va suivre l'action. Voilà. Et en fait, une fois qu'il est passé, c'est pour ça que je fais le lien avec Rodrigo Mora, bah, c'est pareil, il va se replacer doucement, il va un peu trottiner. Il va un peu trottiner si ça part en contre-attaque derrière. Ce qui en fait est plutôt logique. Hein. Vous le voyez sûrement tactiquement, mais dans les équipes, les joueurs qui sont le plus haut sur le terrain en phase défensive, souvent vont être... un peu décharger des efforts, si on peut dire ça, mais il va falloir revenir, c'est sûr. La plupart des équipes, d'ailleurs, se placent en 4-4-2 en phase défensive, et les deux qui sont au-dessus, ils vont servir à couper des lignes de passe, à un peu relancer des pressings, mais pas nécessairement redescendre, se taper des sprints défensifs énormes. C'est pas quelque chose que je l'ai vu faire. Je l'ai pas vu énormément compenser sur les ailes, etc. Même presque pas. Pourquoi? Parce que je pense que tactiquement, on lui demande de se mettre dans une position axiale à la perte du ballon. Là, on le voit. Il y a une sorte de... Alors, je parlais de 4-4-2, donc peut-être que ce joueur-là va aller reformer un 4-4-2. Donc là, on a un 4-1, 3-2 en phase défensive. Et il est la seconde lame de la pointe d'attaque, comme je vous le disais, qui va permettre de
couper là les lignes de passe potentielles, d'aller mettre de la pression. Il y a qu'une séquence ou deux où j'ai pu le voir parfois dans une situation comme ça, mais même après, en fait, il finit par retrouver une position haute, ce qui fait que sur les contre-attaques adverses, c'est souvent l'un des, ou voire le joueur le plus haut sur le terrain, et du coup prêt à réagir à la perte du ballon. Voilà pour Mastantuono, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire, on a pu faire un petit peu le lien entre les statistiques avancées et la visualisation, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quelque chose qui est important, qui est essentiel et que je répéterai jamais assez. Il faut toujours mettre les deux en perspective. Maintenant, quelle sera la suite pour lui? On peut se le demander. Les rumeurs pour le Real Madrid, ok, mais là, va falloir des départs. S'il va au Real Madrid, on sait que Hendrick et Arda Güler, c'est déjà galère pour eux. S'il y a bien un club où actuellement, il vaut mieux éviter d'aller pour se développer quand tu es un attaquant, je pense que c'est le Real Madrid. Enfin, c'est tellement bouché offensivement, il y a tellement de statuts, etc., que c'est compliqué. Maintenant, si ça bouge, pourquoi pas? C'est un joueur qui peut apporter beaucoup de talent. Paris Saint-Germain, je vais avoir un peu le même avis que pour Rodrigo Mora, c'est-à-dire d'accord, mais pour quelle place? Parce que du coup, tu as déjà Doué, Kvaratskhelia, Dembélé, t'as Lee Kang-in qui apparemment va prolonger. T'as beaucoup de joueurs déjà offensivement, donc je sais pas vraiment. Ça serait intéressant, c'est sûr, mais à voir quelle place il pourrait avoir dans l'effectif. Et puis, j'ai pas vu forcément d'autres rumeurs. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez vu passer ça. Mais en tout cas, joueur très intéressant. Et du coup, pour répondre à la question, est-ce que Franco Mastantuono, c'est un crack? Oui, c'est un crack. Je dirais qu'il m'a plus marqué que Rodrigo Mora. Enfin, plus marqué. Rodrigo Mora m'a plus marqué sur sa capacité d'élimination dans les petits espaces parce que c'est quand même assez rare d'être aussi fort dans les petits espaces et d'arrêter le temps comme ça dans la surface adverse, changement de direction aussi rapide, autant de changements d'appui en si peu de temps, etc. Sur cet aspect-là, Rodrigo Mora est très très fort, mais Mastantuono est plus complet selon moi. Il peut faire la différence de plus de manières, peut-être plus mature dans son jeu, je dirais. Donc oui, c'est un crack. Il a 17 ans seulement, on le rappelle. Donc ouais, très curieux de voir quels vont être ses choix. Encore une fois, on espère que ce sera les bons. On espère qu'il ira dans une équipe qui lui permettra de grandir, mais je pense qu'il va coûter cher. Donc ça va pas être pour tout le monde. Bon, j'espère pas de Chelsea, ils ont déjà assez de cracks comme ça. Estevao William, Kendry Páez et j'en passe. Donc bon, un énième crack. Bon, allez, si c'est pour aller à Strasbourg, on prend. Si c'est pour le voir à Strasbourg, mais bon. Ouais, vous avez compris la logique. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour le futur. Et ouais, on a un vrai petit talent là, une vraie petite pépite, l'équipe d'Argentine. Très intéressant encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo. Est-ce que vous avez trouvé... Est-ce qu'il y a des aspects que vous trouvez qu'il y a des manques dans mon analyse, des choses que vous vous dites « Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas parlé de ça ». J'essaie d'être le plus complet possible. C'est vrai, comme je l'ai dit, que j'analyse... Enfin, en tout cas, je vous transmets assez peu d'infos sur son jeu offensif sans ballon. C'est vrai, je pourrais faire mieux là-dessus. Mais voilà, et si vous êtes supporter de River Plate, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le joueur. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe.